Hop, Ajna, première partie. Aouh. Aouh. On est dans le... Le buzzer va faire un buzzer. La boîte à cul. Bonjour. Hello, c'est Ajna, j'ai 27 ans. Je suis drag queen sur Lyon depuis 2 ans. Et en dehors du drag, alors pour l'instant je suis en études, je suis en ressources humaines, en alternance. Ah. Merci Macron. Enfin non, mais... Qu'est-ce qui m'a amené à faire du drag? C'est très simple entre guillemets. C'est que en 2014-2015, je regardais RuPaul's Drag Race sur la télé. Mais non. Si, je te jure. Enfin, techniquement sur mon ordinateur. Et du coup, j'étais en mode, c'est sympa, c'est cool, parce que j'ai jamais été proche de l'art en règle générale. Ok. J'étais pas quelqu'un non plus qui était proche de tout ce qui est sport. Ok. Non plus. Donc j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, mis à part gagner de l'argent. Mauvaise pioche. Très, très mauvaise pioche. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, c'est sympa, ça touche quand même à pas mal d'arts différents en règle générale. Et je me suis dit, c'est cool, je regarde une bonne télé-réalité, tu vois. Et j'habitais en Bourgogne à ce moment-là, et quand je suis venu vivre à Lyon en 2017, j'ai vu pour la première fois des drag shows, et je me suis dit, oh là, c'est bien mieux qu'à la télé. Du coup, j'ai commencé vraiment à y aller très régulièrement, donc j'allais 2 fois par mois, je pense, les samedis, et après ça a été une fois par semaine, et après, tout le temps. Et après, c'était sur scène. Voilà, c'est ça. Je me suis dit un jour, en fait, je vois pas pourquoi toi tu le ferais pas, sachant que j'ai comme une assez bonne aisance quand je veux exprimer certaines choses et quoi que ça, genre j'ai pas forcément beaucoup de timidité. Donc je me suis dit, en vrai, autant voir un peu, tester, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé le maquillage. Enfant. Horrible. Vraiment. Comme tout le monde. Ouais, mais moi, c'était très compliqué. Tu sais, j'avais mes sourcils à moitié cachés et des sourcils ici. Je crois que tout le monde, hein. Mais mes photos sont bien dégueulasses. Après, j'ai eu un cours de maquillage. Je me suis dit, en fait, c'est pas si compliqué quand tu comprends le concept de ton visage et du maquillage, qu'est-ce que tu vas amener derrière, etc. Donc après, j'ai autodidacte, on va dire, tout de suite derrière, parce que j'en ai fait. Je suis pas la plus belle, mais je suis la plus drôle, la plus talentueuse. J'ai commencé un peu à créer une performance pour me dire, je vais essayer de commencer, tu vois. Donc j'ai envoyé des messages au drag de Lyon en mode, coucou, j'aimerais bien faire ma première scène, est-ce que vous serez chaud? Et en fait, quand j'ai eu la date et qu'on m'a dit, c'est telle date, tu fais, je me suis dit, j'ai plus envie. Du coup, c'est stressant de te dire, en fait, tu vas te retrouver dans un lieu qui accueille 150 personnes. Bon courage. Genre, démerde-toi, voilà. Et comme toute drague super intelligente et super, comment dirais-je, originale, j'ai fait Mourir sur scène de Dalida, et c'est une originalité de dingue. Mais ça s'est super bien passé. Et après, je me suis dit, en fait, j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de tester de nouvelles choses. J'ai envie de voir ce que je peux faire. Et en fait, dès le début, j'ai testé des performances qui n'étaient pas forcément mainstream. Où j'ai commencé un peu à faire de la politique dans mes perfs, à faire de l'humour, à faire du dégueu, etc. Et en fait, tout me plaisait. J'arrivais pas à trouver réellement un registre. En fait, à aujourd'hui, un vrai couteau suisse. Je peux faire n'importe quelle performance. Ça, c'est bien. Tant que ça m'intéresse, tu vois, je vais vraiment me mettre à 100% dans la performance. Du coup, tu te considères comme une drague politique? Alors, je me considère pas comme une drague politique. Parce que c'est con, hein, mais pour moi, le drag, c'est politique. Bien sûr. Dans le sens où on vient détruire les barrières des genres via tout style de drag, parce qu'il y a de tout. Tu demandes, il y a. Mais on va dire que je suis une personne très politisée, une personne très militante, et c'est juste que via le drag, j'en parle un peu plus. Ou j'en parle du moins à un public qui est un peu plus averti déjà, et surtout à un autre public que dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, je côtoie des RH. Boring. Et du coup, je suis déjà militante et politisée à ce moment-là, mais là, c'est juste que je l'amène d'une manière plus artistique, des fois plus poétique, ou non. Ça dépend. Voilà. Mais je dirais pas que je suis drague politique. Parce qu'il y a beaucoup de drague
que ce soit sur Lyon ou sur Paris, qui se disent pas du tout politique et Pour moi, en fait, le fait de se dire pas politique, c'est que tu perds l'histoire même du drag et tu perds l'histoire même des personnes queer. Parce qu'on est à la base de beaucoup de choses, on est là, quoi, tu vois. Et le fait de... Je dis pas qu'il faut faire tout le temps des perfs politisés. C'est très bien, des fois, de faire des performances mainstream pour les personnes blancs, cis, hétéros, blancs, cis, gays, les hommes particulièrement. C'est bien parce que c'est un public qui va nous donner de l'argent, tu vois. Mais justement, venir les choquer un petit peu et venir faire des performances politisées de temps en temps, ça fait du bien. Mais d'enlever cette partie politique du drag, je trouve que ça perd de son sens. Et c'est un art, et comme tout art, il y a une part de politique dedans. Donc, ouais, je veux pas cracher sur quelqu'un. Mais... Je couperai au montage et non, t'inquiète, vas-y. Non, en fait... Yes J'ai rien dit. Et je ne dirai aucun nom. Quand tu veux faire du drag, pour moi, automatiquement, tu viens avec une part de politique. Et le fait de pas faire du tout de politique sur scène ou sur tes réseaux sociaux, bah, ça perd le cœur même du métier, j'ai envie de te dire. Et même de l'art en règle générale, parce que pour moi, l'art, c'est politique. Et n'importe quel art, tu vois. Même, genre, dans la période où on est, tout ce qu'on fait, et du moment qu'on n'est pas dans la norme, on est politique quand on est dans l'espace public. Et j'ai même envie de pousser plus loin. Il y a l'espace public où on est politique, mais il y a aussi l'espace personnel. On est censé être politique dans le sens où, de ma vision personnelle, il y a certaines marques, par exemple, que je vais boycotter. Et il y a certaines choses que je ne vais pas faire pour des raisons politiques, mais ça, personne ne le sait. Dans le sens où moi, sur mes réseaux sociaux, je partage très rarement des choses politiques ou politisées, parce que j'ai un public averti. J'estime que mon public sait déjà pourquoi ils me suivent. C'est pour ces raisons-là. Quand je poste des stories ou quand je poste des posts, tout simplement, sur Instagram, par exemple, il va y avoir cet engagement vers le public, mais tout ce que je fais en privé, je ne le dis pas. Je vais pas vous dire que je donne tous les mois de l'argent à un nombre d'associations. Ça regarde que moi. Et si on vient me demander « Ah, mais t'es pas très politique », ce qu'on m'a déjà fait. « Ah, t'es pas très politique sur les réseaux sociaux ?» Oui. Mais c'est pas mon public, il est déjà politisé déjà. C'est ça. Moi, mon but, c'est de toucher les personnes qui ne le sont pas. Et surtout, c'est d'être moi-même politique. Et je sais que les actions que je fais en privé sont bien, sont très bien. Si je peux aider des personnes à avancer là-dessus, let's go. Mais je suis personne pour vous faire des leçons de morale. L'éducation, c'est bien d'éduquer les gens. Mais en fait, à un moment donné, on est peut-être aussi fatigué. Complètement. On est fatigué d'éduquer sur des sujets de société ou des sujets personnels. Si je vois par exemple une story qui me plaît pas et qui n'est pas forcément dans mes valeurs, je vais pas forcément venir éduquer la personne. Je vais poster une story sur un certain sujet et je vais unfollow la personne. Je vais bloquer, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, je vais pas donner de la force à des personnes qui, en 2025, ne comprennent pas certains sujets de société qui sont là depuis des lustres et des décennies. Par exemple, si tu te dis apolitique, unfollow, au revoir, bisous, bonne journée. Si tu vas manger au McDo, par exemple, unfollow, bisous, bonne journée. Il y a des sujets de vie qui font que j'ai pas envie de me bouffer la santé sur ça. Donc je vais plus unfollow rapidement, bloquer les gens, plutôt que d'éduquer. C'est plus une question pour te protéger. Oui. En vrai, c'est juste de la fatigue d'avoir à réexpliquer à H24 tous ces sujets-là. Et si un jour j'ai la communauté et du coup la visibilité d'éduquer des gens réellement bien plus, là, à ce moment-là, oui, on en parlera. Là, j'éduquerai, là, je repartirai sur ces sujets-là, mais je ne passe pas à la télé, je ne passe pas dans des émissions regardées à 20h par des personnes. Enfin, tu vois, c'est des choses où j'ai une communauté, et j'adore ma communauté, je vous aime. Vas-y, passe-moi ton arrobase, là. Instagram, ajnadrag, AJNADRAG, tout simple, bête. Et c'est pour ça que pour moi, le drag est politique. Et tu ne peux pas être pas politique quand tu fais du drag. Sinon, tu fais autre chose, de l'entertainment si tu veux, ou un show sur scène, mais c'est pas forcément du drag. Du drag, ça vient avec l'histoire. Qu'il y a derrière. Slay. Allez, c'est emballé, je vais y aller. On va passer à la photo.
Pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est une photo que tu as prise. C'est prise ou prise? Je suis dyslexique. Je suis pas française. On n'est pas dans la merde. Moi, j'ai mes papiers. Moi aussi, Marine Le Pen, j'ai mes papiers. Alors, je vais me faire shadowban. Je vais cancel. Avec moi, oui. Une flow ce soir. Yeah. Non, c'est pour ça qu'il y a des termes que je dis pas. Parce qu'il y a des termes que je sais que si c'est posté sur les réseaux, t'es shadowban automatiquement et je les emploie jamais. Genre, en fait, il y a des termes. Oui, mais ça, c'est la censure sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Hein. Ah non, mais c'est affreux. Donc, du coup, en fait, je suis obligé de réfléchir intelligemment à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je dis. Et tu vois, il y a des termes, il y a des mots, il y a des hashtags qu'il faut pas que tu mettes. Il faut que tu fasses attention. Et en vrai, des fois, il y a des messages qui passent, mais des fois, les gens sont un peu bêtes. No shade. Et tu dois dire les termes pour qu'ils comprennent, mais tu vois... Oui, ça revient en fait de domaine de... Heureusement qu'on a l'art pour pouvoir montrer la chose sans le parler, parce que quand tu regardes les fabs, les tableaux et tout, où c'est ultra censuré, c'était une époque ultra censurée, genre l'épée c'était le phallus, machin et compagnie. Et c'est des choses, pour moi, en fait, il y a toujours eu la censure, c'est juste il faut savoir comment la contourner. Mais tu vois, genre, c'est des petites choses qui sont très compliquées, je trouve, la censure. Oh, sorry. Bah, hi, Dan. Oh, putain. Je sais pas. Ça va? Hein? Ça va? Non, c'est... T'inquiète, j'ai reçu plein de messages et ça m'énerve. Arrêtez de m'envoyer des messages, j'ai pas le temps. Je suis en dépression. She's working. Oh, girl. She's working, la dépression. Je te jure, c'est dur à gérer, genre le travail. Le travail, dormir et après, il faut se réveiller? Ah, mais... Macron, là, ça c'est ta faute, hein. Non, parce que, attends, il a mis des psys là gratuits, machin et tout, mais une catastrophe. 5 séances. Non, attends, mais 5 séances et t'as le choix limité chez qui tu peux aller. Je suis tombé sur un mec qui m'a dit, enfin, du coup, je disais, j'étais fatigué, machin et tout. Fait, oh là là, ce que vous me racontez, enfin, même moi, genre là, je suis fatigué. Oh wow, girl. Je sortais d'after et je fais, ah wow. J'étais encore bourré de... Tu sais que moi, justement, les séances gratuites, c'est juste avant que ça s'arrête, parce qu'à un certain âge, ça s'arrête. J'en ai fait une avec une meuf, donc je me suis dit, alors, il y a 5 séances, il faut que... tu pompes. Il faut que je débite mes traumas. Première séance, je dis tout. Mais vraiment, j'ai fait un peu une sorte de bullet point, et justement, il s'est passé ça à tel âge, ça. Elle a commencé à pleurer. Pardon. Mais oui, mais j'étais en mode... Alors, je pense que je vais y aller. Elle fait non, mais c'est juste que bon, je m'attendais pas à tout ça. Je fais, mais en fait, c'est votre métier. C'est moi, je suis censé pleurer. Et du coup, je dis, bon, bah, en tout cas, passez une bonne journée. On se reverra plus, mais passez une bonne journée. Et je suis parti. Ils doivent tellement en entendre. Ah non, mais c'est horrible pour eux. Genre, et puis nous, tu vois. On est vraiment genre. Et bah, toi aussi, t'as une vie, j'imagine. Oui, ma fille. Si tu veux en parler. Arrête, la pauvre, elle est séquestrée dans un. Girl. Mais non, nous, avec la communauté queer, on a chacun genre des traumas, mais genre hyper violents. Et chacun a plus de traumas que l'autre. Et c'est pas genre un truc de comparaison, mais c'est vraiment chacun a des traumas genre hyper importants, mais pas sur les mêmes trucs. Et tu peux pas juger en fait l'autre dans son parcours, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est très compliqué de devoir gérer la santé mentale des queers. Parce que personne n'est formé. Personne n'est formé. Et en vrai, il y a énormément de queers qui sont forts et qui vont en études pour justement pouvoir nous soigner derrière, etc. Et je les applaudis, merci vraiment. Parce que les queers qui deviennent psychologues ou psychiatres ou enfin voilà, et qui vont s'occuper des queers, et ben en fait, même quand tu parles avec la personne, tu te sens plus à l'aise, c'est plus safe, hein, t'es tellement mieux de parler avec une personne qui te comprend, même si elle te comprend pas 100%, elle te comprend quand même assez. Ouais. Et c'est pour ça que certaines soirées, si elles sont en non-mixité, j'adore. Okay. Je sais que c'est pas forcément super bien, parce que tu perds un peu de cet échange entre communautés, mais pour moi, c'est super intéressant d'avoir cette partie non-mixité, parce que tu te retrouves avec des personnes où tu te sens bien avec elles, et juste, tu peux être toi-même à 100%, en fait, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une soirée en non-mixité? Oui, c'est quand il n'y a pas de mixité. C'est quoi la mixité pour les gens qui... Non, c'est tout simplement une soirée en non-mixité, enfin, ça peut être une soirée, une après-midi, peu importe, mais une soirée en non-mixité, c'est quand, si c'est une soirée queer, où il n'y a que des queers, et ben c'est organisé par les queers, et les personnes qui sont invitées à cette soirée
c'est les queers. Et ça peut être une soirée, par exemple, de personnes racisées, où c'est fait par les personnes racisées, et ils invitent les personnes racisées à venir. Et du coup, ça crée cette non-mixité, parce qu'il n'y a pas de mélange réel entre racisés et blancs. Il n'y a pas de mélange entre queer et heterosexual. Heterosexualist, comme on dit. Et du coup, tu perds du mélange que tu as dans les deux communautés, mais d'un autre côté, t'es qu'avec ta communauté, donc tu te sens bien, et c'est du communautarisme. Ouh là là, c'est pas bien. Mais c'est bien, ça reste quand même bien. Le communautarisme, ça apporte d'excellents points dans le sens où, moi, par exemple, j'ai renié toutes mes origines depuis que je suis petite. Et en fait, ça fait 2-3 ans que j'essaie de renouer avec mes origines, avec mon histoire familiale. Et le fait d'être avec des personnes racisées, de faire des soirées entre personnes racisées, bah, j'ai des conversations plus profondes où je me dis « Ah mais attends, toi aussi tu viens de là-bas, ma grand-mère vient de là-bas. » Donc du coup, je réapprends des choses et du coup, c'est super intéressant. Et des fois, bah, j'aime bien partager mon temps avec des personnes blanches. Je suis une bonne personne. Je suis gentil aussi. Et j'ai plus de comment on appelle ça, pas de visibilité, mais indirectement plus pas de pouvoir, mais genre on m'écoutera mieux, moi, indirectement. Enfin... Totalement. J'ai appris ça, c'était il y a 6 mois, parce que je suis un peu bête, mais j'ai appris que... Mais quand t'es un homme blanc, généralement, c'est ça. Et en fait, si tu fais une vidéo, par exemple, sur Instagram, où tu parles des hommes, et que t'es une femme, oui, t'as beaucoup moins de visibilité que si tu étais un homme et que tu parles des hommes. Bah, c'est comme le truc de l'avion, là. Genre, si un homme est capable de piloter un avion... Oui, mais ça va pas ? Comment ça, vous conduisez un avion ? Non mais attends, et pour convaincre, je dis... Oui, bah de toute façon, il y a plein de boutons et il y a le pilote automatique. Et, genre, directement... et après, j'ai réfléchi. Et j'ai fait... Conne. Débile. Débile, bah non. Mais c'est ça que je trouve dingue. Et ça revient aussi au même dans le sens où j'ai posté une vidéo, c'était le mois dernier, je crois. J'ai posté 2 vidéos à 1 semaine d'intervalle en story. Et j'ai mis une vidéo d'une personne racisée qui parlait des personnes racisées, de ce qu'on vivait, etc. Et j'ai posté 1 semaine après une vidéo sur les personnes racisées, mais c'est par une personne blanche qui parlait. J'ai pas eu la même visibilité. Alors que c'était à la même heure, le même jour, 2 semaines différentes, tu vois. Et je me suis dit, mais comment ? Et puis après, tu regardes le nombre des likes, les commentaires, etc. Et tu te dis, mais en fait, il faut que ce soit une personne blanche qui parle d'un sujet pour que vous compreniez. Et après, en fait, j'ai contrebalancé ça avec tout et n'importe quoi. Bah, il faut que ce soit un homme blanc au pouvoir. C'est pour ça qu'on a des présidents blancs. C'est parce que les gens écoutent... Bon, pas... Bon. Anyway. Mais... Cut. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, les CEO d'entreprises, les PDG, etc., bah, c'est des hommes blancs. Non, c'est clair. Parce qu'en fait, on ne laisse pas l'opportunité aux autres personnes et on n'écoute pas les autres personnes. Parce qu'on est encore bloqué sur des schémas patriarcalement blancs de l'époque, nous dictés encore à aujourd'hui en 2025. Et c'est triste et dangereux. Dangereux surtout. Mais même si, tu vois, moi, je me prends la place et je veux parler, on va m'écouter, mais on va être... Oui, d'accord, ok, pas de souci. Mais si un homme blanc va dire ce que j'ai dit, c'est en mode... Ouh, attends, mais là t'as un point, là, tu tiens quelque chose, là, j'aime bien là, ce que t'es en train d'expliquer, tu vois. Et ça, je le retrouve dans le drag. Malheureusement, no shade. Vraiment, no shade. C'est vraiment après, que le thé. Le souci, c'est que c'est tellement normalisé que du coup, enfin... Mais c'est ça. Et c'est pas normal. Eh ben, dis-toi que avant cet été, je me suis posé réellement pour voir un peu la ligne directrice que je voulais amener dans mon drag. La DA. La DA. Je me suis posé, je me suis dit, bon, là, t'es à Lyon, ta carrière est à Lyon. Comment ça se passe ? Qui book qui fait quoi, etc. Eh ben oui. Tout pareil. C'est vraiment, à chaque fois, elle se pose, on dirait une directrice artistique en mode... Je valide ce que tu dis. Mais et en fait, je me suis posé, je me suis dit, ben, c'est que des personnes blanches. Dans les 98% du cas, c'est des personnes cis. C'est des hommes. Et c'est des drag queens. Et en fait, tu te remets en question et tu te dis, bah attends, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que quand j'ai créé mes soirées, est-ce que j'ai perpétué ce même truc ou pas ? Et en fait, je regarde que non. Et quand je regarde les personnes racisées, les personnes trans, les drag kings, les drag créatures, etc., quand elles vont faire
quand elles vont faire des line-up, créer une soirée, etc., et ben quand elles vont créer une soirée, etc., elles vont pas le faire. Genre, le line-up va être diversifié sans que ça apparaisse pour du token, tu vois. Parce que ça aussi, il faut éviter. Mais il y a quand même une diversité qui vient se créer automatiquement parce que vu qu'on est diversifié, extérieur au standard, on va dire, et ben, vu qu'on l'est, on va prendre des personnes qui le sont aussi. Mais on va prendre aussi des personnes blanches, des personnes cis, enfin voilà. Et en fait, les personnes blanches, quand elles vont créer leur line-up, pas du tout. Elles vont pas forcément se poser la question, elles vont faire du copinage, ou elles vont prendre des personnes connues pour avoir un bon line-up, etc. Mais elles vont prendre des personnes de leur communauté, mais du coup, c'est la communauté majoritaire, et du coup, ça perd totalement de cette diversification. Et à ce moment-là, on se dit, ah, mais en fait, il faut faire du token. Et moi, tout le début de ma carrière, j'étais le token des soirées. J'étais la racisée de la soirée entièrement, voire même de la carrière de la personne en fonction de voilà. Au début, ça me déplaisait pas parce que je me suis dit bah moi j'ai des soirées, moi j'ai du travail, donc je m'en fiche. Mais à aujourd'hui, non. Avec le recul, t'es juste t'es l'ami gay. Alors là, du coup, t'es l'ami racisé. Voilà, mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est j'ai un meilleur ami gay. Bah c'est exactement ça. C'est mais en fait on connaît Ajna. Donc c'est ok, genre avec Ajna ça fait le quota. Bien, voilà, c'est le quota. Et maintenant je n'accepte même plus, tu vois, des soirées où je suis la seule racisée. Ok. Je veux savoir comment t'as fait ton line-up. Pourquoi il y a que mais moi. Du coup, comment faire pour les personnes qui pourraient intéresser pour savoir comment. Il y a tellement de soirées de personnes racisées qui existent. Allez-y. Allez aux soirées des personnes racisées. Allez aux soirées des drag kings. Allez aux soirées des drag créatures pour vous informer du milieu. Allez suivre des gens comme ça, de manière lambda, on va dire, entre guillemets. Mais il y a énormément de. Enfin, il n'y a pas énormément. Ouais, mais là, si tu vois, genre 5 ans, comment Lyon a bougé. C'est ça, et il y a du monde qui est prêt à avoir des bookings, il y a du monde qui est prêt à faire des scènes émergentes pour créer leur art et évoluer aussi là-dedans. Mais juste aller voir, aller chercher, aller demander, ou sincèrement, même si c'est pas très correct de venir vers moi et me dire oui, est-ce que tu connaîtrais pas des personnes racisées qui font du drag, machin, ça se fait pas, parce qu'on n'est pas au marché, on n'est pas des objets, mais... Ouais, mais on peut négocier le tarif. Alors ça dépend la courbe de l'économie actuelle. La bourse. Ça dépend si on a remboursé l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que venez voir vos amis en fait. Et leur demander, moi je sais que j'ai des amis qui m'ont demandé, écoute, là j'ai une place, je vois que j'ai pas forcément de diversité, j'ai pas forcément de diversité, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait matcher dans mon... Et moi je vais pas dire, tiens, une personne racisée. Prends ça. Voilà, tu vois, je vais pas dire ça, je vais dire, écoute, des personnes que je connais, il y a telle personne qui pourrait rentrer dans le cadre, et si tu veux un truc plus particulier, cette personne sait faire ça, cette personne sait faire ça. Mais on est rentré dans un regroupement où on est obligé de faire comme les... Je suis désolé, je vais employer le mot blanc, mais... Vas-y. TW... Non, on est obligé de faire comme les blancs, et du coup, se booker entre nous. On se book entre nous, et en plus de ça, ici, il y a un gros événement. J'ai eu cet événement-là. Ok, je veux qui ? Je vais prendre que des personnes racisées et je prendrai un token blanc. Et je trouve ça dégueulasse parce que du coup, c'est pas de l'égalité. Tu vois ? Mais d'un autre côté, ça fait comme... C'est important d'avoir cette rebascule pour pouvoir avoir l'égalité. Comme sur le féminisme, où c'est très simple. Le féminisme, c'est vraiment l'égalité homme-femme. Point, barre. Ça s'arrête là. L'égalité entre les genres. Mais... on est obligé de faire une bascule et de rabaisser les hommes pour dire maintenant on peut être égal. Et c'est dommage d'arriver pas dans cet extrême, mais dans cette grosse bascule, tu vois. Mais on est obligé parce que les personnes qui sont à l'heure actuelle majoritaires sur le terrain, dans n'importe quel métier, et spécialement dans le drag, t'es obligé de faire cette bascule. Et c'est le même débat avec la représentation des personnes LGBT dans le milieu public. Totalement. On n'a pas plus de représentation haute, c'est juste qu'on existe et qu'on veut être au même niveau, en fait. C'est ça, c'est que moi, personnellement, je veux pas me marier. Mais par contre, je sais que dans ma communauté, il y a des personnes qui veulent se marier. Donc, mariage pour tous, oui. Tu vois ? Et pour moi, c'est la même chose, dans le sens où j'ai pas forcément envie d'aller à Quotidien, d'aller à Pékin Express, je sais pas quoi. Koh-Lanta. Des trucs comme ça, j'ai pas forcément envie. Mais je sais qu'il y a des personnes LGBT qui ont envie d'y aller. Et je vais me battre
pour que ces personnes y bah, aillent. Parce que même si t'es pas concerné. Je suis pas concerné, mais par contre, je me bats pour les droits égalitaires de tout le monde. Il y a pas du tout cette question de, voilà, je vais me battre pour... pourquoi les lesbiennes, elles se sont battues dans les années 80-90 pour les gays? Ça les concernait pas. Elles étaient tranquilles dans leur coin. Mais elles se sont battues pour les gays. Pourquoi les dragues, les personnes trans se sont battues pour les gays? C'est un goal. C'est ça, en fait, c'est des choses où je me dis, mais les louloutes, faut... Non, mais convergence des luttes. Alors, d'où je viens? Moi, je suis issu de parents immigrés. Ma mère est algérienne, mon père est marocain. Ils sont arrivés en France avant leur adolescence. Bla bla bla. Et après, je suis né, bla bla bla, mon frère, enfin voilà. Et je suis né en Bourgogne, Franche-Comté, Saône-et-Loire. J'étais très, comme j'ai dit, tu vois, pas sport, pas rien du tout. J'ai grandi dans les quartiers, mais pas comme on entend quartier en Europe. J'ai grandi dans des quartiers, mais genre chill, c'est la Bourgogne. HLM. Voilà, HLM, mais genre c'est la Bourgogne. C'est pas quartier Marseille, enfin, tu vois. C'est vraiment quartier, tu vois. Mais si on peut comparer à Lyon, ça serait plus genre par exemple quartier Charpennes. Ça va, c'est pas là. Le Tonkin. Ouais. Ah. Je sais pas comment ça s'appelle. Si on devait comparer à Lyon, ce serait genre les Tonkins. Tu vois, c'est un quartier, mais c'est pas super chaud. Dans le sens où il y a les Minguettes. Les Minguettes, c'est 10 fois pire, tu vois. Donc c'est ce genre de quartier où j'ai grandi dedans. Et après, en fait, divorce de mes parents, nanana. À mes 18 ans, je suis parti faire mes études à Dijon, sachant que depuis mes 11 ans, je travaillais tous les week-ends sur les marchés. Pas très loi française. Du tout. J'étais bénévole. C'est une première expérience professionnelle. Du coup, tu le mets dans ton CV? Alors, je l'ai mis pendant longtemps. Maintenant, j'arrive. Je suis parti à Dijon pour faire mes études. Ça m'a pas plu du tout, donc je suis reparti. Chez mes parents, j'ai retravaillé en commerce. Après, je suis venu à Lyon pour faire des études. J'ai vite arrêté aussi. C'est pas très fait pour moi. Et j'ai travaillé. Après, en fait, de fil en aiguille, j'ai réussi à évoluer dans mon taf. Et je suis devenue directrice de magasin à 21 ans et demi. Désolé, l'ingé son. Donc, j'ai fait ma vie. Après, j'ai été en couple. Et c'était un couple très hétéronormé. Où c'était le week-end rando, le week-end rencontre des parents, repas à 20h, 20h30. Après, on va se coucher, on se brosse les dents. Folle. Voilà. Pendant 2 ans, c'était cette vie-là. Et après, je me suis dit, en fait, non. C'est pas ce que je veux, ça commence à me saouler. Il me faut quelque chose qui m'habite un peu plus. Donc, je suis parti faire des études. Vu que ça ne m'a pas suffi de faire 2 fois des études avant. Et là, j'ai repris les études, du coup, en ressources humaines. Donc, j'ai démissionné de mon taf. J'ai repris les études en alternance, etc. J'ai déménagé. Maintenant, je suis en coloc. Oui, parce que je suis séparé. Du coup, maintenant, je suis en coloc. Et ça se passe super bien. Et du coup, là, je termine mon master. Et après, je vais me mettre à 100% dans le drag. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être que je réfléchirais à soit faire des études dans le domaine artistique, donc dans la perruque, dans la couture, dans le maquillage, un truc qui pourrait m'être utile au drag, mais quand même avancé, ou trouver un petit job en association théâtrale. Tu vois, j'aimerais cette fois-ci, si je dois reprendre des études, que ça soit dans un domaine artistique qui m'intéresse réellement. Je fais ça beaucoup. Tu vas le voir beaucoup. Depuis tout à l'heure, je suis là. Les gens qui ont écouté, non. Et il faut regarder mes chats. On vous l'a déjà dit. Regardez la vidéo sur YouTube. Pourquoi cette photo? Parce que tu l'as prise pour l'Infernal du mois de juillet 2025. Donc, c'était pour la semaine du Festival Intérieur Queer. De base, ça devait être au Transborder. Et en fait, par souci d'organisation, normalement, tu dois vendre un nombre de places 30 jours avant l'événement, et si c'est pas le cas, ils annulent. Après, c'est des questions d'organisation dans les grands lieux, dans les grosses orgas. J'ai envie de dire, même si on aurait rempli quand même le Transbo, mais c'est pas grave. Surtout que ça a changé le mode de consommation des gens, où ils achètent tout au dernier moment. Ah, mais c'est ça, totalement. Enfin, maintenant, on prend quasiment plus en avance. C'est au dernier moment, et puis surtout, quand c'est un festival comme ça, t'as le pass qui est toute la semaine, mais t'as aussi les soirées particulières.
Et vu que c'est la semaine autour du 14 juillet, les gens font des balles de pompiers, font les feux. Donc, tu sais, tu choisis aussi un peu tes soirées. Dans le sens où le jeudi, ça m'intéresse plus que le samedi. Je vais prendre pour le jeudi. Voilà. Les organisatrices de l'Infernal ont réfléchi entre eux. Ils nous ont posé la question. Et du coup, Vega et moi, qui est là, on a donné notre avis. Et nous, on était totalement déter de le faire au Sonic. Enfin, c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Donc voilà. Donc on l'a quand même gardé au Sonic et on l'a fait au Sonic. Et moi, pourquoi j'ai choisi cette photo de base, parce que cette soirée a été, comment dire, infernale pour le coup. Je peux dire que je suis la première blessée officielle et réelle de toutes les infernales. Merci maman, merci papa. Non, c'est surtout qu'en fait, la soirée pour moi a été incroyable sur tous les points. Et c'est surtout que c'était, comment dirais-je, une sorte de petit cadeau de fin, dans le sens où j'ai été prise pour faire Drag Rendez-vous d'intérieur queer, où j'ai vraiment décidé de pas du tout faire ce qui était demandé, dans le sens des performances mainstream pour les petits gays, pour que tout le monde passe une bonne soirée, que ça soit trop bien et tout. J'ai préféré faire quelque chose de très politique. Il y a, je ne sais pas combien de public, 2000, I think, I don't know. Mais ouais, il y a beaucoup de gens. Il y a énormément de gens pour ce Drag Rendez-vous, et en fait je me suis dit je pense que c'est le moment de revendiquer certaines choses. Oui, j'aurais pu faire quelque chose de mainstream et gagner 2000 abonnés. Oui, j'aurais pu faire ça, mais c'est pas du tout dans ma DA. Ma DA, c'était vraiment, je me suis dit, c'est une plateforme, let's go for it. Donc pendant un mois, j'ai réfléchi à mes performances, pendant un mois, j'ai réfléchi à mes looks, jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire que j'ai fait des ongles, merci Lulu, si tu passes par là, qui allaient totalement avec le look, qui allaient totalement avec l'idée. En fait, je suis parti réellement des idées politiques que je voulais faire passer, où après, j'ai choisi des chansons, que j'ai fait des montages audio dessus, et après, j'ai réfléchi au look qui va totalement dans cette DA-là pour qu'en fait, ça soit vraiment juste la logique simple et que ça se termine, et que ça aille jusqu'au bout de mon idée, tout simplement. Et cette soirée s'est super bien passée. J'ai tout pété. Alors pas parce que je suis maghrébine. Allez, censuré. Tout à l'heure on essaie de contredire, faut pas se faire censurer. Mais en vrai, j'ai tout pété. Enfin, genre tout le monde était content. Les performances ont marché de fou. Les gens ont compris les messages que je voulais faire passer, parce que encore une fois, quand je fais passer les messages, la plupart du temps, j'emploie pas forcément les termes exactement. Mais c'était très visuel. C'est ça, c'était très visuel dans le sens où j'ai une performance qui est basée sur quelque chose qui se passe depuis 77 ans. Mais on en parle depuis maintenant 1 an et demi à fond. Et en fait, j'ai vraiment juste pris le drapeau et je l'ai déconstruit en robe. Les ongles étaient sur cette colorimétrie-là, la performance était calculée pour, enfin, tout était exact au bon moment, enfin, tout était parfait. J'ai été accompagné de personnes racisées que j'ai pu faire monter sur scène. Ce n'était pas autorisé à la base, mais je l'ai quand même fait. Ils t'ont dit quelque chose ou pas ? Oui, on m'a dit que c'était la plus grosse claque qu'ils avaient jamais reçue et que c'était trop bien. En fait, la première performance, je l'ai pensée pour qu'elle reste politique, mais elle reste politique mainstream, dans le sens où j'ai performé sur du Diams, mais pour représenter les personnes racisées en France. Donc il y avait un discours avant, enfin, tout était aussi calibré comme... C'est un nouveau mot. Apprenez tous les jours avec le dictionnaire français, pas français, français. Mais du coup, cette performance a été vraiment basée sur les personnes racisées, et sur comment je me sentais moi en France et ma communauté en France, tu vois. Et en fait, je me suis juste éclaté, j'ai kiffé. Et j'ai eu des retours du coup après où on m'a dit mais t'es faite pour être sur scène, oh là là, mais c'était trop bien. Et ce à quoi j'ai répondu de manière très simple et humble: oui, je sais. Allez, ça part. Mais c'est des choses où je me suis dit, je veux amener de manière gentillette, simplette, une part de politique, et pour que ma deuxième performance vienne achever tout ça et que je tape vraiment un gros coup dans la fourmilière. D'ailleurs, on nous avait dit de ne pas faire quelque chose de politique à la base. Que ça ne devait pas être politique, ça durait 5 minutes pile poil. Donc j'ai eu les retours en fait que je voulais.
que ce soit du public qui était aware, qui était... Je l'ai pas en français, qui était au courant, qui était au courant de tout ça. Et j'ai eu même des retours de personnes qui n'étaient pas au courant et qui n'avaient pas tout de suite compris ma performance. Ok. Et j'étais en mode, j'en ai quand même mis beaucoup, enfin, mais bon, anyways. Ok, d'accord. Et j'ai eu des retours du coup de l'organisation qui n'étaient pas... Voilà. Mais je suis très contente parce que j'ai eu des personnes que j'admire qui ont fait des retours. J'étais waouh, merci beaucoup. Enfin, merci pour ces retours-là, tu vois. J'ai eu un gros moment émotionnel avec le public aussi. Enfin, c'était vraiment engageant et c'était. Mais tu vivais le moment, quoi. C'est ça, c'était vraiment. Mais par contre, ça a été 1 mois et demi de travail acharné pour qu'en fait ça donne ça et ça a donné ça et du coup je suis. Est-ce que pour toi c'est le meilleur moment que tu as eu sur scène? Je pense que ça serait le deuxième meilleur moment. Troisième meilleur moment. Deuxième meilleur moment. I don't know. C'était quoi le premier? Alors, je pense que c'est ma première After Pride. Ok. Parce que c'était la première fois que je performais sur du Jams. Et en fait, c'est la première fois où j'ai réellement essayé de créer une connexion avec l'artiste. Dans le sens où j'ai enlevé ma perruque, donc j'étais chauve dessous. Je suis pas chauve, là. Ceux qui voient. Ceux qui voient pas, allez voir. Mais j'ai mis des créoles, j'étais en jogging, enfin tu vois, genre j'ai essayé de créer une connexion visuelle avec la création visuelle de l'artiste. Et en fait, le public a adoré. La photo, donc c'est à l'Infernal au Sonic. Je suis à genoux, à 4 pattes, plus précisément, avec une tenue que j'ai faite moi-même, avec des accessoires que j'ai fait moi-même en laine, avec une perruque que j'ai faite moi-même en laine, 15 pelotes de laine pour la perruque. 15 pelotes de laine pour la perruque. Ouais. Mais t'as pris des petites pelotes? Non, j'ai pris des pelotes classiques, mais c'est juste qu'elle est vraiment intense. Genre, j'ai vraiment créé la base de la perruque, j'ai tout collé, j'ai tout tressé moi-même. Enfin, bien long, parce que du coup, je préparais l'intérieur queer et je préparais ça en même moment. Mais ça, je savais que j'allais kiffer ma soirée, tu vois. Et du coup, voilà, donc devant moi, il y a plein de peluches décortiquées, parce que pendant la performance, je me suis amusé à les décortiquer. C'était sur la performance poupée de cire, poupée de son, version techno, parce que la soirée est basée sur la techno. Le concept, c'était je suis une grande dame poupée qui endort son enfant et qui détruit toutes les peluches et qui récupère l'enfant et au final détruit l'enfant. Ouais, Purse, très, très réfléchi. Dans le bébé, il y avait de la laine. En fait, c'est vraiment une DA laine que je voulais créer, un peu horrifique. Voilà. J'avais fait un masque aussi, tout en laine, qui tourne, tu sais, enfin voilà. Tout en laine, maquillé, enfin voilà, ce qui était incroyable. Et dedans, j'avais de la laine rouge pour représenter du sang, parce que je voulais pas forcément dire... Enfin, vu que j'ai créé un look sur de la laine, je voulais amener la laine jusqu'au bout. Et pas me dire, bah là, je vais mettre du faux sang. Non, je vais créer du faux sang avec de la laine. Enfin, ce que j'ai kiffé. Et cette photo, pourquoi j'ai choisi précisément, c'est parce qu'en fait, le moment où je suis à 4 pattes, c'est le moment où je me démets l'épaule. Je sors ma clavicule de mon épaule. Parce que juste avant, donc je performe, etc., je vais dans le public. Et en revenant du public, il y avait une personne en fauteuil roulant devant les escaliers. Pourquoi tu étais là, s'il te plaît, j'aimerais que tu me répondes sur Instagram. Parce que du coup, tu sais pas qui c'était. Je ne sais pas du tout qui c'est, je n'ai jamais vu cette personne, et parce que du coup, cette personne m'aura vu sur scène, et ça, c'est l'essentiel. Mais du coup, je ne pouvais pas remonter les escaliers. Donc, vu que je... Non, mais en soi, la personne n'y pouvait rien. Non, la personne n'y pouvait rien, vraiment, je n'en veux pas du tout. Ça m'a juste, maintenant, j'ai un trigger warning, avant que je vois des personnes en fauteuil roulant, sur le moment, vu comment j'avais répété ma performance, je m'attendais pas à que les escaliers soient bloqués. Donc quand je suis revenu pour aller sur scène, j'avais plus de masque, mais la transpiration avait fait que mon maquillage dans mes yeux, enfin horrible. J'avais des lentilles blanches, je voyais que dalle déjà à la base. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi le mieux? La musique finit dans 8 secondes, 10 secondes. C'est quoi le mieux? Est-ce que je joue avec cette personne? Voilà. Est-ce que je m'assois sur scène? Enfin, voilà. Est-ce que je crée quelque chose d'humoristique? Mais vu que la perf n'est pas du tout humoristique, mais plus horrifique, et ben j'ai décidé de sauter par-dessus cette personne et d'atterrir en roulade sur la scène. Mais je ne suis pas gymnaste. Ni sportive, tout court.
Donc j'ai atterri sur mon épaule et en fait j'ai eu mal instantanément. J'ai un moment où il y a une autre photo que tu as prise où j'ai vraiment la tête vers le sol et j'ai envie de mourir. Et en fait quand je remonte la tête, j'entends encore la musique et je me dis c'est pas fini, reste dans le personnage. Et c'est pour ça que cette photo je l'adore parce que certes il y a le visage énervé, colère, très horrifique, mais il y a surtout la douleur. Ouais, parce que moi, j'avais pas capté que t'étais fait mal. Et c'est après, en backstage, je t'ai vu dans le biais, c'est bizarre. Je continuais à faire machin, je fais, c'est quand même bizarre. Et puis après, bah, il s'est passé où t'es allé aux urgences et tout. Ah non, mais c'est dingue, oui, parce que vraiment, une fois que je suis sorti sur scène, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, j'ai chaud parce que j'ai mal. Et en fait, je me suis regardé dans le miroir, en loge, et en fait, j'ai vu que mon épaule était vraiment tellement basse comparée à l'autre. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas grave, il me reste une performance, je prends un Doliprane et je continue. Et du coup, elle a pris la voiture. Et... Voilà. Du coup, on m'a emmené aux urgences. Du coup, clavicule dégagée de l'épaule. Là, j'ai encore mal et ça fait 2 mois. Mais t'as eu de la rééducation ? J'ai 3 séances de kiné par semaine. Ok. J'étais sous opium, sous tramadol, sous tout ce que tu veux. J'ai passé des nuits de folie étant donné que c'était l'été. J'ai pas pu aller me baigner, j'ai pas pu bronzer, j'ai rien pu faire de mon été à part rester dans mon lit. Mais c'est pour ça qu'en fait cette photo, genre je l'adore, prom deg comme on dit. C'est que déjà le maquillage, le rouge autour de la bouche. Ah c'est dingue. Mais genre c'est insane, genre c'est incroyable tout ce que t'as pu faire avec les couleurs etc. Genre j'adore, genre mes yeux ressortent de fou, enfin vraiment genre chef's kiss comme on dit. Il y a un talent. Et d'un autre côté, t'as vraiment la douleur au fond de mon crâne où je me dis, bah je fais quoi ? Parce que là, tu vois, je suis un peu appuyé quand même sur mon bras droit et je me dis, mais là, je suis dans la merde parce que j'ai une autre performance derrière où je suis censé porter des choses et tout en plus. Cette performance sortira quand elle sortira, on verra. Allez. Voilà, bookez-moi. Mais c'est surtout que cette soirée devait être en fait le moment où j'extériorise tout intérieur queer, toute la pression que j'avais pendant 1 mois et demi à préparer 5 looks, parce que 2 looks pour l'intérieur queer, 3 looks pour l'infernal. C'est des choses totalement différentes parce que c'est des univers différents que j'ai amenés à chaque fois sur chaque performance, sur les 5 performances. Et au final, bah en fait, ça a fini juste l'épaule déboîtée. L'épaule déboîtée, tu vois. Alors des conseils très simples. Bah écoutez, venez voir les drags locales, payez-les. Certes, on n'est pas forcément passé à la télé, et on ne passera peut-être jamais à la télé, mais des fois on fait des choses mieux. No shade. Mais non, juste venez supporter vos drags locales, venez les payer, que ce soit drag queen, drag queer, drag king. Venez donner au maximum parce qu'on est précaire et on a besoin de l'argent et de la reconnaissance également. Don't be racist, bitch. Point. Genre, point. Et juste, soyez woke, ouverts d'esprit sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Et si vous pouvez faire quoi que ce soit, si c'est donner 1 euro, si c'est aller aider, si c'est... peu importe. En parler, reposter des choses, juste soyez ouverts d'esprit sur tout ce qui se passe à travers le monde, que ce soit en France ou pas en France, dans tous les cas, ça viendra vous toquer dans votre porte. Tout simplement. Ce qui se passe à 10 000 km viendra toujours venir toquer chez vous. Merci. Comment finir sur ça bah, merci en tout cas. Et si tu veux être Shadowman, Free Palestine. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le repartager, mettre des likes, voilà, tout ce qui est possible sur la plateforme où vous écoutez ça. Et dans 15 jours. Bisous. Bye.